Bonjour, merci d'être avec nous dans l'essentiel. On va plus loin. Voici les deux titres que nous allons traiter dans cette partie de l'émission. Les universités américaines dans le viseur de Donald Trump. L'administration a gelé plus de 2 milliards de dollars de subventions à Harvard, prestigieuse université accusée d'antisémitisme, mais qui refuse d'obéir aux injonctions présidentielles. Une soixantaine d'autres établissements seraient également menacés. Mobilisation à Paris pour dire non à la guerre à Gaza. Israël continue de pilonner le territoire palestinien. Médecins sans frontières parlent aujourd'hui du territoire comme d'une fosse commune. L'ONU estime que depuis la fin du cessez-le-feu, 500 000 personnes ont été déplacées. L'essentiel, la suite, il est 20h30 à Paris. On va plus loin sur France 24 avec Gauthier Ribinski, éditorialiste à France 24. Bonsoir, Gauthier. Et avec Ziad Limam, directeur du magazine Afrique Magazine. Bonsoir, Ziad. Dans quelques minutes, nous allons faire le point sur la situation au Proche-Orient. Mais d'abord, direction les États-Unis. Une blague qui enseigne la haine et l'imbécilité. Voilà comment Donald Trump a qualifié Harvard, l'une des plus prestigieuses universités au monde, pour justifier le gel de subventions qui devaient être allouées à l'établissement. On parle quand même de 2,2 milliards de dollars. Harvard, dont la direction a notamment refusé d'obéir aux injonctions de l'administration Trump, qui exige le démantèlement des programmes de diversité, des exigences illégales, inconstitutionnelles. C'est ce que dénonce Harvard. Gauthier, on va avoir votre avis sur la question dans un instant, mais je vais d'abord me tourner vers Ziad. Ce bras de fer pour vous, Ziad Limam, il révèle quoi de la fragmentation de la société américaine ? D'abord, la perception a été totalement brouillée par l'autre affaire qui était celle des tarifs. Alors ça nous occupe tous, la Chine, etc. Est-ce que c'est la fin du monde économique ? Au moment où se mène aux États-Unis une véritable guerre idéologique qui est menée par le pouvoir de Donald Trump, avec la volonté d'inverser les valeurs au prix même de la démocratie américaine, des contre-pouvoirs habituels. Et c'est très spectaculaire parce que nous qui vivons dans des démocraties soi-disant installées, c'est-à-dire 2 siècles et demi, 3 siècles, on se dit que c'est pas possible que ça change. On pouvait pas imaginer qu'aux États-Unis, des juges ne soient pas écoutés. On pouvait pas imaginer qu'aux États-Unis, le président de l'exécutif puisse essayer d'imposer aux universités privées des agendas idéologiques. On ne pensait pas qu'aux États-Unis, on pouvait prendre quelqu'un, le mettre dans l'avion et l'envoyer à El Salvador en l'accusant d'un crime. Tout ça, ça nous stupéfait, et ça nous stupéfait d'autant plus que la résistance, j'ose pas utiliser ce mot, mais l'opposition a du mal à s'organiser aux États-Unis. Les gens, alors sur les réseaux sociaux, tout le monde y va de son acte de rébellion, mais ça fait pas un contrepoids. Les démocrates sont atomisés, on sait pas trop où ils sont. On a entendu Biden hier, on a entendu un tout petit peu Obama il y a une semaine. On n'entend pas l'ancienne candidate. Donc c'est très surprenant et c'est très inquiétant. Après, le cas des universités, je vais laisser Gauthier prendre la main, mais je vais aussi en parler parce que c'est très idéologique au fond. C'est une certaine Amérique doit s'imposer, quel que soit X, y compris sur les universités. Gauthier Ribinski, qu'est-ce que vous en pensez ? On nous a changé notre Amérique, c'est ça ? Oui, c'est vrai qu'aussi on l'idéalise, parfois. C'est-à-dire que quand on voit effectivement d'ordinaire la réalité de la démocratie américaine, on oublie qu'il y a des sortes d'abcès de fixation, d'isolats ultra-conservateurs aux USA, et que ceux-là sont parfois, quand on voit la réalité du terrain, est assez effrayante. Alors, moi je dirais que c'est un bien pour un mal. Vous allez voir pourquoi. Parce que cette capacité que nous devons avoir à reconnaître qu'un certain nombre de conflits, de guerres, de situations politiques sont effectivement profondément influencés, sinon créés par l'idéologie. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et vous savez très bien que ce que disait Ziad tout à l'heure, pendant des semaines, les dernières semaines, on a été obnubilé par la question des tarifs. Je ne dis pas que c'est pas important. Je dis que ça participe aussi d'une certaine forme de l'idéologie trumpienne. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que
comment dirais-je, le fait que Harvard, on lui rogne ses subventions, le fait que l'éducation, aussi d'une manière générale, la santé, etc., on est dans une trajectoire obscurantiste. C'est ça pour moi le pire, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être la revanche personnelle d'un Trump qui n'a jamais été gâté par le côté académique, qui ne l'a peut-être jamais cherché, mais qui se dit tous ces trucs, ce sont des choses qui appartiennent aux libéraux, qui appartiennent à ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et de fait, le côté anti-intellectuel qu'on trouve chez les Républicains aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de l'ordre, là aussi, du combat idéologique. Mais voyons bien que, à travers ces coupures de subventions, ces attaques, regardez aussi ce que les entreprises françaises ont reçu comme lettres, en leur disant, si vous continuez à faire de la discrimination positive, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé en France, mais vous allez être gros gens comme devant avec l'activité aux États-Unis. C'est un caractère obscurantiste, et le pire, si vous voulez, si je voulais prendre une image, c'est qu'on est avec la caverne de Platon, vous savez. Les gens sont enchaînés au fond de la caverne et ne voient que les apparences, et un jour ils sortent. Ils voient la réalité, et généralement ils sont admiratifs. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui ont vu la lumière et qui retournent en sifflotant, fiers d'être des imbéciles, au fond de la caverne. Alors, c'était pour la fin, c'est bête, hein, je le place maintenant. On va revenir au cas précis de Harvard. Harvard, une université accusée par les autorités de laisser prospérer l'antisémitisme. Et à ce propos, on va écouter Caroline Leavitt, la responsable des relations avec la presse à la Maison-Blanche. En ce qui concerne Harvard, le président a été très clair. Ils doivent respecter la loi fédérale. Il souhaite également qu'Harvard présente des excuses. Et Harvard devrait présenter des excuses pour l'antisémitisme flagrant qui s'est manifesté sur son campus universitaire à l'encontre d'étudiants juifs américains. Ziad Limam, sur quoi se base l'administration Trump pour formuler une accusation aussi grave que celle d'antisémitisme? Alors vous vous rappelez du grand mouvement qui a embarqué une grande partie des universités américaines au printemps, avant l'été, en septembre, octobre, sur la question de Gaza et sur la question palestinienne. Donc c'est un mouvement intéressant parce que on ne pensait pas que la jeunesse américaine pouvait se mobiliser sur la cause palestinienne. Donc c'est quand même un changement majeur, c'est-à-dire que pour un certain nombre de jeunes Américains, la Palestine, c'est un peu le Vietnam, c'est un peu toutes ces causes qui s'imposent dans la libération du monde, la décolonisation, etc. Donc il y a eu effectivement vous vous rappelez le campus de Columbia, les tentes, l'occupation des locaux, etc. Donc ça a été plus ou moins arrêté. Et cette administration a décidé que ce n'était pas acceptable pour des raisons largement politiques, et donc est qualifié d'antisémites tous ceux qui sont plus ou moins pro-palestiniens, et en particulier les étudiants étrangers qui sont arrêtés, qui sont mis en prison, qui ont des papiers en règle, mais qu'on met en prison et qu'on arrête parce qu'ils sont antisémites. Il y a un cas très célèbre de Columbia qui est enfermé depuis, un mois dans une prison en Louisiane, et qui est marié à une Américaine d'ailleurs. Et donc ça, je pense que c'est la clé. Mais derrière ça, il y a aussi la question de l'idéologie, comme disait Gauthier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des programmes sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique, sur l'Asie du Sud-Est qui promeuvent des valeurs qui sont anti-américaines. Alors, qui définit les valeurs américaines? Vous ne pouvez pas avoir des programmes, par exemple, je prends un cas très, très intéressant, la question de l'esclavage, la question de l'enseignement de l'esclavage, la question des études noires américaines. Eh bien, il y a toutes sortes de MAGA personnalités, du président jusqu'aux militants, qui font campagne pour que les universités aient un autre regard américain, patriote, sur la période et sur l'histoire nord-américaine. Les livres qu'on interdit, etc. Donc il y a une vraie lutte qui va bien au-delà de la question de l'antisémitisme, qui sert effectivement maintenant parce qu'elle permet aussi de rassembler. Mais je crois que les gens de Harvard, on ne peut pas dire que Harvard est antisémite. On ne peut pas dire que Stanford est antisémite. Stanford a annoncé son soutien. Donc la bagarre s'engage. Ça va être saignant. Ça va être douloureux en termes d'argent. Et on va voir si le camp dit libéral ou des libertés va tenir face au rouleau compresseur de cette révolution conservatrice américaine. Gauthier, une soixantaine d'universités de collèges américains sont dans le collimateur pour la même raison que celle invoquée pour justifier le gel de subventions à Harvard. Est-ce qu'il faut y voir une
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, une dérive autoritaire. Alors, certainement, puisque ça plaît à un certain nombre de personnes au pouvoir. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'y vois une dérive obscurantiste. Le savoir, et même ce qui fait d'ailleurs la renommée des États-Unis, c'est véritablement étouffer, j'allais dire les poules aux œufs d'or, parce que Harvard, parce que Yale, parce que d'autres universités, parce que des instituts, des instances de recherche scientifique font aussi la gloire des États-Unis. Et on voit bien d'ailleurs à travers la suppression d'un certain nombre de subventions que la même chose, des équivalents européens se disent avec qui on va travailler. Bon, ce sont aussi des excellents... Une menace sur la liberté académique. Alors sur la liberté académique, mais aussi tout simplement sur le fait de pouvoir travailler avec quelqu'un. Si telle ou telle université est muselée, le travail commun, la collaboration devient compliqué. Là où il y a quelque chose d'intéressant, mais il faut y aller très prudemment, ce que disait Ziad, c'est la rébellion, la révolte étudiante qui parfois verse dans l'antisémitisme, et ça, il n'y a aucune excuse possible. Simplement, ce qu'il faut y voir, et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, c'est une rébellion étudiante par rapport à ce qu'elle considère malheureusement comme un dogme, c'est-à-dire le soutien inaltérable des États-Unis à Israël. Et là, il y a quelque chose qui relève plus de la révolte, étudiante. Attention, bien sûr, si c'est antisémite, aucune excuse possible, mais qui relève plus de la révolte étudiante que d'une vraie conscience. Et puis, je suis d'accord. Oui. Bon. Non, je suis d'accord, mais là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Mais on ne peut pas dire que ces universités ont promu de l'antisémitisme. Non, tout à fait. Et dernier point rapide, je suis tout à fait d'accord. C'est tout d'un coup ce philosémitisme de la droite américaine. Ouais. Nos amis, vous avez la même chose ici. Hein, Marine Le Pen se targue de vouloir défendre, et tant mieux, la sécurité de nos concitoyens juifs. Mais enfin, c'est quand même le camp qui, pendant des décennies, voire des siècles, a estimé que les Juifs c'était l'anti-France et qu'il y a eu aussi ce type de pensée, si j'ose dire, à l'époque de McCarthy, où on disait mais oui, ils sont forcément libéraux, donc ils sont anti-américains. De grâce, là c'est quand même une décence de plus qui est perdue. 20 secondes pour en terminer sur cette thématique, 20 secondes pour chacun. Est-ce que l'état de droit existe encore aux États-Unis? Parce que ça, c'est une question qu'on se pose en France. Mais... Alors, l'avantage de l'état de droit, c'est qu'il est difficile à démanteler d'un coup. Donc, il y a quand même un certain nombre de structures, et en particulier, on voit les juges. Il y a eu des décisions aujourd'hui, une décision de la Cour suprême il y a quelques jours sur un cas particulier. On voit bien que la justice oppose de la résistance. Mais l'affaiblissement, la hongarisation, excusez-moi du terme, de l'Amérique, c'est très dangereux parce que ça veut dire que qui restera sur la scène mondiale à défendre tout seul des valeurs de liberté, d'ouverture, etc., avec tous nos défauts, c'est l'Europe. Une Europe encerclée par une Chine autoritaire, menacée par une Russie militarisée et abandonnée par une Amérique qui a basculé dans un monde parallèle de « Make America Great Again ». 20 secondes sur l'état de droit. Oui, c'est vrai qu'on n'en est pas encore là et qu'il y a quand même aux États-Unis des capacités de résistance. Même si c'est vrai, les démocrates sont dans les choux pour l'instant et c'est sûr que ça facilite le travail de MAGA et de Trump. Dans l'actualité ce mercredi également, une phrase lourde de sens. Gaza est devenue une fosse commune pour les Palestiniens et ceux qui leur viennent en aide. Des mots signés Amandine Bazerol. C'est la coordinatrice d'urgence de Médecins sans frontières à Gaza. Elle estime par ailleurs que nous assistons en temps réel à la destruction et au déplacement forcé de toute la population de Gaza. Presque un mois depuis qu'Israël a repris ses opérations militaires contre le Hamas. Ziad, après 18 mois de guerre, quel est l'objectif des autorités israéliennes? On parle d'anéantir le Hamas ou est-ce que ça va encore beaucoup plus loin? Non, je pense que détruire, anéantir le Hamas, c'est clair qu'une partie de l'appareil le souhaite, essaye de le faire, sachant que ce n'est pas si simple, puisque le Hamas, c'est Gaza, mais ce n'est pas que Gaza. C'est toujours la même discussion. C'est-à-dire qu'il y a le Hamas partout, dans les camps de réfugiés, en Cisjordanie, il y a les cousins et les arrière-cousins du Hamas, il y a les différents djihad, etc. Donc, on ne va pas détruire le Hamas. On peut le détruire militairement à Gaza. Ça, c'est le premier objectif. Mais je pense que le deuxième objectif, et c'est très clair, c'est de rendre
le ministre de la Défense l'a dit, il y a des portions de Gaza qu'on va garder, qu'on ne rendra pas, qui resteront sous contrôle israélien. Donc c'est on revient au statut, enfin même pas avant le statut quo ante, on revient à la colonisation de Gaza, au-delà même du blocus, donc des soldats israéliens sur le sol, etc. Parce que au fond, l'objectif de certains, et je suis pas sûr que tout le monde on en parlera parce qu'on commence à entendre des bruits dissonants. L'objectif de certains, Benjamin Netanyahou, peut-être aux États-Unis, Donald Trump, etc., c'est effectivement de régler le problème de Gaza par l'exfiltration de la population de Gaza dans un mouvement magique entre le bombardement et etc. Moi, ce qui me stupéfait, c'est que il y avait quand même un accord de 2 millions d'habitants. Oui, c'est pour ça que je vous parle d'un espèce de truc qui viendrait de je sais pas où, peut-être en décourageant la population survivante, etc. Moi, ce qui me stupéfait, c'est qu'il y avait quand même un accord de cessez-le-feu qui avait été signé par toutes les parties, sur lequel il y avait peu ou pas de raison d'en sortir, à part de ne pas honorer la signature. Et ce qui me stupéfait, c'est le silence complet sur la tragédie humaine. C'est-à-dire, comment voulez-vous que les Suds globaux émergents, que la population du monde voit l'Ukraine et on leur dit l'Ukraine, il faut faire la Russie, il faut faire Poutine, etc. Et les gens vous disent, mais vous regardez ce qui se passe à Gaza et il ne se passe rien et c'est normal. Et M. Benjamin Netanyahou peut prendre l'avion, voyager, aller aux États-Unis malgré les mandats de ces pays. Donc il y a quand même, outre la souffrance indicible des gens, le mot utilisé par l'organisation, vous avez parlé de Médecins sans frontières, la souffrance indicible des gens. Et il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Est-ce qu'on a des moyens d'arrêter ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient ? Enfin, moi j'ai souvent parlé d'un moyen, mais qui n'est pas immédiat et puis qui suppose tellement de conditions, c'est que on voit que cette classe politique israélienne, comme évidemment la classe politique palestinienne, qu'il s'agisse de l'autorité palestinienne à Ramallah, encore plus le Hamas, tant qu'on ne sera pas sorti, tant qu'on n'aura pas poussé dehors cette classe-là, que voulez-vous qu'il se passe avec des gens comme Netanyahou, comme Smotrich, comme Itamar Ben-Gvir? Ce sont au fond... Bien sûr, en plus, il y a la souffrance. Et ça, c'est la première des choses, effectivement, qu'il faut mettre sur le tapis. Cette souffrance humaine, y compris pour ceux qui n'ont été ni blessés, ni tués, je ne vous dis pas, le traumatisme qu'ils ont engrangé avec des bombardements pareils depuis 2023, c'est effarant. Mais quand vous voyez qu'un Netanyahou, au fond, propose quoi aux citoyens israéliens, si ce n'est la perspective d'une adversité permanente. C'est d'ailleurs ce que dit Netanyahou, il dit « ça n'est pas possible de laisser se créer un État palestinien parce que nous serons en guerre et de toute manière, il faut être en guerre de manière préemptive presque ». Donc il promet des larmes et du sang ad vitam aeternam. Que voulez-vous qu'on puisse faire du côté israélien comme de l'autre corrompu à Ramallah, le Hamas, n'en parlons pas, c'est une organisation terroriste totalitaire. Vous voyez quel est le problème? C'est aussi un problème non seulement de formation politique et de personnel politique. Alors Gauthier, vous avez évoqué le mot souffrance pour dire ce qui se passe en ce moment à Gaza. Vous avez, Ziad, utilisé le mot tragédie. Bientôt 2 mois, jour pour jour, que les bombardements israéliens ont repris à Gaza. La nuit dernière, une frappe de Tsahal a tué une fillette de 11 ans à Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Un drame, un de plus, raconté par Lucas de Villepin. Couverte de baisers par sa famille, Alam n'avait même pas 1 an. La fillette palestinienne n'aura connu que la guerre. Elle vient d'être tuée dans une frappe israélienne à Khan Younes. On a entendu une frappe. Je pensais que c'était dehors. J'ai couru vers les escaliers et là j'ai entendu mon fils crier « Ma femme, ma fille, ma femme, ma fille ». Je suis monté et c'est moi qui l'ai trouvée. La mère d'Alam a, elle, survécu. Avant les obsèques, ses proches lui rendent visite à l'hôpital. Une dernière étreinte pour cette maman effondrée. La famille, plusieurs fois déplacée, dormait sur le toit de cette maison au moment de la frappe. Inconsolable, des proches récupèrent ici les affaires du bébé. Ça aurait été son anniversaire dans quelques jours. Nous sommes si tristes. Elle était le premier petit enfant de la famille. C'est si dur. Si le monde ne se réveille pas maintenant, quand est-ce qu'il le fera? Depuis la fin de la trêve il y a presque 1 mois, les bombardements israéliens ont fait au moins 1652 morts à Gaza selon le Hamas, un chiffre jugé fiable par les Nations Unies.
Alors, Ziad Limam, là, on a parlé de la situation de la population palestinienne, mais il y a aussi la question des otages israéliens encore retenus dans la bande de Gaza. Le djihad islamique a publié aujourd'hui une vidéo d'un otage en vie. Les proches des otages encore détenus à Gaza espèrent, eux, leur libération. Est-ce que le fait de maintenir, de continuer cette offensive, c'est pas de nature à alimenter la colère d'une frange de l'opinion israélienne ? Non, on peut parfaitement comprendre que l'opinion publique israélienne, qui a des otages depuis le 7 octobre, ça soit quelque chose de très émotionnel, de très important, voilà, c'est leurs frères, leurs cousins, leurs pères, bref. Donc ça, je comprends. Mais ce que moi je dis, c'est quelle est la solution pour ramener ces gens en vie, ou le maximum de ces gens en vie. Si la solution, c'est de détruire Gaza, est-ce que ça va les aider ? Je ne pense pas. Donc, on avait, encore une fois, je rappelle, un accord de cessez-le-feu qui était relativement opérationnel, qui avait effectivement probablement le défaut pour la frange dure du pouvoir en Israël et aux États-Unis de laisser une forme d'autonomie ou de survivance d'un post-Hamas structure là-bas, mais on aurait sorti les otages, on aurait fait un pas en avant, et puis après, je pense que malheureusement, les choses se seraient probablement dégradées, puisque politiquement, on n'arrive à rien. Donc, la question, c'est, aujourd'hui, si on veut arrêter les bombardements, si on veut sortir les otages vivants, quelle est la meilleure solution ? Je ne pense pas que le chemin qui est pris aujourd'hui est la meilleure solution. Alors, Benyamin Netanyahou est également confronté, Gauthier, à une fronde des réservistes de l'armée. On parle quand même de plus de 100 000 hommes qui disent ne plus vouloir porter l'uniforme sous le gouvernement actuel. Ça pourrait, cette contestation-là, faire vaciller un peu la volonté d'un Netanyahou. Moi, j'ai un amour pour les traîtres. Pas tous, mais je trouve que le courage de la traîtrise, dans ce cas-là, ou par exemple les dissidents russes, c'est quelque chose d'extrêmement, non seulement réconfortant, mais comme vous le disiez, qui a un pouvoir d'évoquer l'avenir. Ce qui a beaucoup surpris, alors d'abord sur les otages, c'est que il semble bien que le paradigme ait changé. Israël, au départ, c'est le pays qui doit, en priorité, protéger tous les juifs, et même ceux qui ne vivent pas en Israël. Là, on a vu qu'avec l'extrême droite, ce qu'avaient dit les leaders de l'extrême droite, c'était d'abord on s'occupe du Hamas, et si on peut s'occuper des otages, à la limite on le fait. Il y a la réaction des parents d'otages, mais il y a surtout l'aveu de faiblesse d'Israël qui dit effectivement on les aura en bombardant. Mais attendez, on a connu un Israël beaucoup plus capable d'avoir des commandos qui exfiltrent, d'avoir des gens qui soient parfaitement renseignés, et notamment parce qu'il y a ce vivier d'arabophones, il y a quantité d'Israéliens qui sont arabophones de naissance. Tout ça a été, et on le sait, au profit de ce veau d'or qu'est la technologie, la Grande Muraille. On a dit il n'y aura pas de problème. Donc il y a un aveu de faiblesse d'Israël, et qui est catastrophique puisqu'on voit le nombre de morts qu'il cause. Sur la question que vous posez, savoir est-ce que cela peut pousser Netanyahou dehors. Ce qui est important dans les 100 000 réservistes, c'est qu'au fond en Israël, tout le monde est pratiquement soldat ou l'a été, et que donc, ou un ami ou un cousin, et que donc il peut y avoir une sorte de, comment dirais-je, d'effet boule de neige. Maintenant, vous avez aussi ceux qui ont pris le parti. C'est un peu comme aux États-Unis avec Trump, qui, contre l'évidence, contre la vérité, contre des choses prouvées, vous diront que non, que c'est ceux qui veulent détruire Israël qui sont à la manœuvre, etc. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est, et là j'ai plaisir à reprendre une citation de Ziad Limam, qui avait parlé de rupture sémantique à propos des États-Unis. C'est ça, c'est qu'on ne se parle plus, les mêmes mots n'ont plus le même sens. Et c'est ce qui est en train de gagner Israël, et qui est effectivement catastrophique, parce que ça fait d'Israël un État qui dévie complètement de ce qu'étaient ses principes, ses fondamentaux et son éthique. Alors Benyamin Netanyahou s'en est pris directement à Emmanuel Macron, le président français, parce que le chef de l'État étudierait l'idée d'une reconnaissance d'un État palestinien dans les prochains mois. Cette démarche, elle changerait quoi concrètement ? Bon, elle serait largement symbolique, mais comme souvent, les symboles, ils ont de la force. D'abord parce que la France serait le premier pays du G7 à reconnaître un État palestinien. Il y en a déjà 140 qui ont reconnu. Disons que, grosso modo, le monde entier a reconnu l'État palestinien, sauf les pays du G7,
et disons une dizaine de pays dont la majorité sont en Europe et les États-Unis, l'Australie. Voilà. Donc là, il y aurait une fissure dans ce camp occidental qui est lui-même fissuré. Donc, mais disons que ça serait symbolique. Après, le président, il a aussi mis un certain nombre de conditions qui ne sont pas d'ailleurs très claires, parce qu'on a dit, on est revenu, etc., qu'il faudrait que tous les pays arabes, certains pays arabes, on n'arrive pas à savoir, reconnaissent Israël, ce qui, je pense, vise en particulier l'Arabie saoudite. Mais encore une fois, et on l'a dit souvent sur ce plateau, pour ces pays-là, qui ne sont pas contre la reconnaissance d'Israël. Je veux dire, en Arabie saoudite, on a théorisé que les accords d'Abraham pourraient s'étendre. Mais ça ne peut venir qu'en cours de processus ou en fin de processus. Ça ne peut pas être la carte maîtresse que les Saoudiens, qui sont les gardiens de la Mecque, etc., ils ne peuvent pas donner cette carte maîtresse avant. Il faut que quelque chose s'enclenche pour qu'à un moment, eux-mêmes, puissent donner cette carte. 20 secondes sur cette question de la reconnaissance des États de Palestine. Oui, c'est vrai que symboliquement, c'est très fort. Juridiquement, pas grand-chose, mais c'est vrai que mettre en préalable comme postulat la reconnaissance par certains États arabes, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Toute la question est de savoir, à partir de là, c'est toujours la même histoire. Un État, oui, d'accord, mais qui à l'intérieur? Et là, on revient à la question tout à l'heure, un Mahmoud Abbas, non. Et un Hamas, évidemment, encore moins. Et donc, le prétexte, c'est ça qui est dangereux, le prétexte est tout trouvé pour Israël, par exemple, pour coloniser la Cisjordanie. Merci beaucoup Gauthier Rybinski, éditorialiste à France 24. Merci Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. On se retrouve dans quelques minutes dans l'essentiel sur France 24. Surtout, restez avec nous.